Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, dans laquelle je vous propose encore une fois de parler cinéma mais aussi anthropologie en lien avec la Papouasie occidentale. Le Festival international du documentaire de Taïwan, qui s'est achevé le dimanche 10 mai dernier, avait en effet organisé une double projection au Centre taïwanais du film et de l'audiovisuel dans le Nouveau Taipei, avec les films Expedition Content et Dead Birds, deux films très différents et pourtant intimement liés. Dead Birds est un célèbre documentaire sur les Hubula, un peuple autochtone de l'actuelle Papouasie occidentale, réalisé par l'anthropologue américain Robert Gardner en 1964. Le film est le résultat de 5 mois de tournage réalisés en 1961 dans la vallée de Baliem dans le cadre de la Harvard Peabody Expedition menée par Robert Gardner, accompagné de 2 autres anthropologues, d'un naturaliste et écrivain américain et du preneur de son Michael Rockefeller, décédé dans des conditions encore mal connues en novembre de la même année. Une expédition qui était financée par le gouvernement colonial néerlandais et des donateurs privés. Dead Birds filme des tribus Hubula ou Upla engagées dans un cycle de violence perpétuelle dans lequel chaque mort dans une tribu appelle à une mort dans l'autre pour obtenir réparation. On voit ainsi la tribu vivre au rythme des deuils et des fêtes pour célébrer la mort d'ennemis, mais aussi d'autres scènes de la vie quotidienne liées à l'agriculture par exemple. Mais le documentaire ne fournit que très peu de détails sur le système de parenté ou encore la production de nourriture, de vêtements et d'accessoires. En fait, s'il a été salué pour son esthétisme, Robert Gardner a été accusé d'avoir privilégié l'esthétique visuelle au détriment du respect des conventions de la recherche anthropologique. La projection de Dead Birds a été précédée par celle d'un documentaire expérimental intitulé Expedition Content, réalisé lui en 2020 par l'artiste sonore américain Ernst Karel et l'anthropologue indonésienne Veronica Kusumariati, tous les deux affiliés au Sensory Ethnography Lab. Chen Wanling, en charge du programme du TIDF, avait expliqué pourquoi les 2 films avaient été intégrés au programme du festival. Dead Birds est un film important dans l'histoire du cinéma ethnographique. C'est un des premiers films faits par des professeurs, des chercheurs en ethnographie. À l'époque, il y avait dans ces films soit des interviews, soit une narration tout au long du film, ce qui pose la question de la perspective, la question de savoir de quel point de vue l'histoire est racontée. Dans Dead Birds, on ne voit pas vraiment les membres du peuple Dani parler entre eux, mais plutôt leurs rituels, leurs batailles avec d'autres tribus et leur mythologie, ce que Dead Birds veut dire. Mais en même temps, nous avons programmé ce film parce que nous voulions montrer Expedition Content, qui est étroitement lié à Dead Birds. Expedition Content a été faite à partir des enregistrements audio réalisés lors du tournage de Dead Birds. Les artistes du Sensory Ethnographical Lab ont écouté ces enregistrements et réalisé qu'ils racontaient une histoire très différente de celle contenue dans Dead Birds. On entend les réalisateurs de Dead Birds discuter et certaines conversations sont vraiment inappropriées, on va dire. C'est donc un regard critique sur la manière dont les films étaient faits à l'époque. Expedition Content est une œuvre sonore augmentée pour le cinéma, composée à partir de 37 heures de bandes d'archives issues des enregistrements sonores réalisés par Michael Rockefeller, héritier de la fortune de la Standard Oil, qui était chargé de capturer les sons et les images du monde des Hubula lors de l'expédition. À la fin de la projection, les 2 réalisateurs ont expliqué comment était né le projet de ce film très expérimental. Nous étions tous les 2 à l'université d'Harvard à l'époque. Je travaillais au Film Study Center, au sein du Sensory Ethnography Lab, le même center qui a été cofondé par Robert Gardner, mort en 2015. Il avait, avant de mourir, des projets non terminés, et notamment celui de faire des courts-métrages sur cette expédition. J'ai été approché pour finir ces films, et c'est en discutant avec eux que j'ai appris l'existence de ces archives sonores laissées par Michael Rockefeller.
Et comme Véronica travaille sur la PNG, j'ai partagé avec elle ses archives et c'est de là qu'est né ce projet. J'ai travaillé sur la PNG depuis 2012 dans la vallée de Baliem, près de là où a eu lieu l'expédition de 1961. Nous avons commencé à travailler ensemble sur le projet en 2015, tout en étant en contact avec la communauté locale et le musée Peabody d'archéologie et d'ethnologie où se trouvent ces archives. Le Sensory Ethnography Lab a été créé par l'anthropologue et artiste britannique Lucien Castaigne-Taylor, notamment connu pour le documentaire Sweetgrass réalisé en 2009, qui suit les dernières transhumances de bergers du Montana au début des années 2000. Expedition Content s'inscrit dans l'ethnographie sensorielle, une méthodologie critique de la prédominance du texte écrit et de la vue dans l'anthropologie classique et qui propose de s'appuyer sur les arts et les médias audiovisuels en créant des œuvres expérimentales qui mêlent art et recherche anthropologique. Nous avons créé ce film pour le cinéma, pour en faire avant tout une œuvre sonore. Dès le début, il n'y avait pas d'image, mais on a beaucoup réfléchi à l'espace dans la salle de cinéma, car chaque haut-parleur a son propre son. Les archives sonores font partie d'un plus grand ensemble d'archives produites pendant cette exposition. Nous voulions nous concentrer sur le son et on ne savait pas quelle forme donner au projet, un podcast, un film. Finalement, nous avons voulu expérimenter en prenant en compte l'espace d'une salle de cinéma. Au début, on ne comptait mettre aucune image. Au bout d'un an et demi, après avoir numérisé les archives sonores, nous sommes allés en Papouasie occidentale pour travailler avec des artistes et des anthropologues, Dani, afin de traduire les dialogues en langue oupla et mieux comprendre ce qui se passe dans ces enregistrements. Parce que la source de cette archive contient beaucoup de paroles en langue oupla qui n'avaient jamais été traduites. Les réalisateurs du film Expedition Content ont travaillé sur 37 heures d'enregistrement sonore au total qu'il a bien fallu trier. Ernst Carrel a expliqué pourquoi ils avaient fait le choix de ne presque pas mettre d'images. Le projet vise à donner aux spectateurs assez d'espace pour réfléchir à quelque chose sans déterminer ce qu'ils peuvent penser, seulement en leur donnant un éventail de possibilités. Il y a un certain risque que le public comprenne mal, mais nous vivons nos vies en allant d'incompréhension en incompréhension. Donc peut-être que ce n'est pas un si grand risque après tout. Une différence inhérente à ce genre de travail et à l'ethnographie sensorielle est que, en général, nous n'avons pas l'illusion de comprendre et nous n'essayons pas de donner aux spectateurs l'illusion qu'ils comprennent la totalité du contexte et tout le reste. Nous avons aussi confiance dans le fait que les spectateurs sauront reconnaître les limites de leur propre compréhension et de la nôtre également, car nous ne prétendons assurément pas comprendre quoi que ce soit. Mais nous avons l'espace pour une expérience esthétique et pour la réflexion. Dans la seconde partie du film, un passage où l'on entend les membres de l'expédition discuter, le soir dans la tente, laisse d'abord perplexe puis stupéfait. On découvre en effet l'envers du décor de cette expédition et le vrai visage de ses membres qui visiblement ont oublié que l'enregistreur continue de tourner. On les entend rire grassement avec des propos sexistes et racistes, visant ce peuple qu'ils sont censés étudier et observer avec une certaine neutralité et qui les accueille parmi eux. Des propos qui s'apparentent à ceux de véritables prédateurs sexuels aussi, qui laissent comprendre que certains membres de l'expédition auraient pu se livrer à des abus sexuels au sein de la tribu. Oui, nous avons dû faire beaucoup de choix. Une fois que nous avons écouté cette section problématique des enregistrements et que nous avons réalisé ce qu'ils contenaient, nous l'avons réécouté plusieurs fois. C'est alors que nous avons vraiment réalisé que c'était sérieux, à quel point c'était horrible. Que les membres de l'expédition révélaient d'une certaine manière dans ces enregistrements qui ils étaient et ce qu'ils pensaient. On s'est dit que c'était impossible de ne pas inclure ce passage et ce choix à orienter la nature du film. En effet, ce n'est pas tellement un film sur le peuple Oupla, mais sur l'expédition et ses membres.
Pour donner un peu de contexte, Michael Rockefeller a enregistré plusieurs types de sons lorsqu'il est allé en Papouasie occidentale pour l'expédition. Mais cette section n'a pas été inclue dans les différentes catégories qui étaient classées en sons de la nature, sons de travail. Ce son n'était dans aucune catégorie. Les archivistes avaient rassemblé ces sons en leur donnant le titre de Expedition Content, titre que les réalisateurs ont décidé de garder pour nommer leur film. Aujourd'hui, presque tous les membres de l'expédition sont décédés et n'ont donc pas pu être confrontés au sujet du contenu de ces enregistrements. They're all dead. No? Il y a encore un membre de l'expédition qui est toujours en vie. Ce n'est pas un bon anthropologue, mais au moins il n'était pas présent lors de la scène où on entend toutes sortes de propos sexistes et racistes. Lorsque je lui ai demandé ce qui s'était passé à l'époque, il m'a raconté des histoires encore plus terrifiantes, notamment à propos d'un dîner que Robert Gardner aurait organisé chez lui pour Leni Riefenstahl, une célèbre réalisatrice et propagandiste nazie. Elle et Robert étaient apparemment très amis. S'il y avait une autre expédition aujourd'hui, il y aurait certainement une perspective critique et les choses ne pourraient pas se passer comme à l'époque coloniale sur le mode business as usual. Il faut aussi savoir que la situation en Papouasie occidentale est toujours la même d'une certaine manière, avec des habitants qui se sentent toujours colonisés, même si les colonisateurs sont différents aujourd'hui. Even though the colonizer is different, Il y a un passage où Mike interagit avec une femme au plat qui est en train de laver des patates douces. On entend la femme parler à Mike et lui dire de s'asseoir plus loin et n'est visiblement pas à l'aise avec lui. Il y a plusieurs moments comme ça à travers les enregistrements et nous n'avons bien sûr pas pu tout mettre. Mais ça montre à quel point Mike pouvait être ignorant. Nous avons essayé de trouver un équilibre entre la perspective des locaux et le travail des membres de l'expédition, d'où le début du film qui commence avec une conversation sur la direction de la photographie du documentaire et les buts scientifiques de l'expédition. Plusieurs buts et objectifs cohabitent à travers le film et beaucoup d'incompréhension entre les anthropologues, les réalisateurs, les artistes et le houpla. C'est non seulement la nature des rencontres humaines mais aussi quelque chose d'inhérent aux rencontres en contexte colonial. to be specific, the nature of colonial encounters as well here. Enfin, Veronica Kusumariati a expliqué que malgré leur contenu problématique, ces enregistrements avaient tout de même leur importance pour la communauté des Hubula, dont la société a connu des changements considérables poussés par les autorités coloniales d'abord néerlandaises jusqu'en 1962, puis indonésiennes jusqu'à aujourd'hui. So in regard to bringing this Nous avons apporté ces enregistrements en Papouasie occidentale en 2015 afin de mieux comprendre leur contexte et leur contenu. Michael Rockefeller a enregistré beaucoup de musique, de traditions artisanales très mal connues. C'est d'autant plus intéressant que le film de Robert Gardner nous montre que très peu de ces choses-là. La voix de la narration est aussi celle de Robert Gardner. C'était donc important pour nous de les apporter, mais aussi que ces archives puissent revenir à la source, à leur communauté. Les anthropologues et artistes Hoopla, avec qui nous avons travaillé, étaient très surpris d'apprendre que ces enregistrements existaient, car ça fait partie de leur histoire et que beaucoup de mots, d'expressions poétiques utilisés par les personnes filmées en 1961 ne sont plus utilisés aujourd'hui. Ces archives ont donc une valeur importante pour eux en matière de documentation. recording is very important for them. Okay. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.